Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'École du futur. Au programme aujourd'hui, pas d'écran à table. On reprend de bonnes habitudes numériques avec la famille tout écran et le Clémy dans un instant. Une idée derrière la tech avec Gaël Musquet. Gaël, on va changer aussi nos habitudes avec toi puisque la radio numérique terrestre est en cours de déploiement. Tu nous dis tout du standard DAB+, qui va remplacer la bande FM. Oui, complètement. La radio, c'est encore le média préféré des Français. On verra comment, grâce au numérique, ce média a encore de beaux jours devant lui. De beaux jours devant lui. On ne l'espère pas, en tout cas pour la cyber-haine. En tout cas, c'est un enjeu d'éducation et de régulation. On en parle dans notre question du jour parce que les réseaux sociaux font évidemment partie de nos vies numériques, mais leur impact est bien réel dans nos vies quotidiennes. De la lutte contre la haine en ligne aux bonnes habitudes sur les réseaux, un autre Internet est-il possible? On va en parler avec Laetitia Avia, ancienne députée LREM de Paris, rapporteure des lois sur les contenus haineux sur Internet. Vous êtes aujourd'hui conseillère auprès de l'association Génération Numérique et également Senior Fellow Digital Democracy pour le think tank américain American Progress. Bonjour à vous. Bonjour. Alexandra Kruk, cofondatrice de Mesdames Productions, productrice de l'irrésistible série Réseau Tuto pour Lumni.fr. On va revoir les bases avec vous de nos vies numériques. Bonjour. Bonjour. On en parle dans un instant, mais d'abord, focus. Et non, les smartphones et les tablettes n'ont pas leur place à table. Levez le nez de ces appareils numériques pour renouer avec de vraies conversations. Vous allez le voir, c'est pas mal finalement. Et c'est la leçon du jour, en tout cas pour notre famille tout écran en partenariat avec le Clémy. C'est génial, vous avez vu cette vidéo? C'est un panda qui fait du roller. Oh, chérie, on est à table. Oh oui, c'est pas bientôt fini. Je commence à avoir la batterie qui chauffe. C'est une vidéo de pingouins qui dansent la polka. Non mais des pingouins, quoi. Top photo papa, salle de bain ridicule. Attends, je regarde. C'est moi. C'est une vidéo que j'ai postée la semaine dernière. Quoi, 100 000 j'aime? Pourquoi c'est juste moi qui me prends en photo dans la salle de bain? Bah en fait, on voit tes fesses dans le reflet derrière. Non mais faut la supprimer, là. Mais si tu lâches ton portable, on te montrera peut-être comment faire. Ça m'empêche. Je suis tendance. Tendance ou pas, les écrans n'ont pas leur place à table. Essayez de ne pas grignoter, et encore moins devant nous. Et est-ce qu'on se dit les choses si chacun a le nez sur son écran? Alors ouvrez la porte, sortez, bougez, courez, dansez, faites des claquettes. Amusez-vous. Quelqu'un a filmé ça, c'est énorme. Non mais c'est un million de vues à coup sûr. Oh, il est irrécupérable. La famille tout écran, donc. Alexandra Kruk, c'était dans votre mood board, dans vos dossiers et documents de travail pour pouvoir mettre au point Réseau Tuto pour Lumni.fr, cette série La famille tout écran. C'est vrai qu'on l'avait identifié. Alors, elle a quelques années, on n'a pas eu la même approche pour aborder nos tutos. Alors, on est sans doute parti du même constat, c'est-à-dire le temps d'écran de nos enfants sur les tablettes, le nombre d'enfants qui sont face aux violences en ligne, et les chiffres sont absolument ahurissants. On estime qu'un enfant sur 10 a été confronté soit à de la violence, soit à de la pornographie en ligne, soit aux arnaques, tout simplement. C'est vrai aussi que les enfants ont des écrans, des smartphones de plus en plus tôt, à partir de 9 ans, 10 ans aujourd'hui. Avant, c'était en 6e, maintenant, c'est dès le CM2. Donc, c'est vrai qu'à partir de ce constat-là, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Sachant que l'éducation au numérique, aux écrans, aux réseaux sociaux, ça fait partie de cette zone un peu d'ombre, enfin une zone dans laquelle l'éducation nationale n'a pas le temps de s'investir. On avait fait avant l'éducation sexuelle, pareil, la prévention de l'anatomie, voilà, avant on avait fait Sexo Tuto, donc c'est pareil, il y a des endroits où l'éducation nationale n'a pas le temps d'aller et où les parents sont pas à l'aise, pas familiers pour répondre aux questions de leurs ados. Donc avec Maïtena Birabin, qui est mon associée, on dirige Mesdames Productions, on se dit comment se rendre utile pour le collectif, et ben on va créer des tutos pour des ados. Il se trouve qu'on en a à la maison. Ouais, ça tombe bien, on en a sous la
la main. Voilà, pour on en a tester. sous la main. Et c'est vrai que, voilà, on les voit sans arrêt avec leur portable. Nous-mêmes, il faut le dire, on est quand même beaucoup sur nos portables aussi. La première chose qu'on fait quand on sort de chez nous, c'est quoi? C'est de vérifier qu'on a bien notre portable dans notre sac. Sinon, on retourne à la maison le chercher. Donc voilà, il y avait une volonté de trouver notre place, d'aider nos ados, d'aider les ados en général, de leur apprendre des choses, tout simplement, avec nos tutos. Donc, on a produit 20 tutos à destination des ados. Mais enfin, franchement, si vous êtes parents, regardez-les, vous allez apprendre plein de choses aussi. Moi, j'ai appris plein de choses. Alors, on va pas leur apprendre comment marche TikTok, parce que ça, ils savent mieux que nous. En revanche, on va essayer de les familiariser avec un certain nombre de règles de prudence, d'usage, de choses à faire ou à ne pas faire, leur expliquer un certain nombre de concepts. Voilà l'idée de nos réseaux tutos. On en a produit 20. Ils sont en ligne sur Lumni, bientôt sur Santé publique France. Ils font 5 minutes chacun et on aborde tous les sujets, le cyberharcèlement, mais aussi se rencontrer en ligne, mais aussi la nudité, la sexualité sur les écrans, mais aussi mes parents et mes réseaux. Enfin voilà, on aborde 20 sujets. Je crois qu'on fait le tour de la question. Complètement. On va faire le tour de la question ensemble. On va plonger dans ces réseaux tutos avec Alexandra Kruck, avec Laetitia Weigel Musquet. Dans un instant, des réseaux pas si sociaux. C'est le talk première partie. Je le rappelle, avec nous en plateau aujourd'hui pour parler justement de nos vies numériques et de la façon dont on peut renforcer la lutte contre la cyberhaine, notamment, et les cyberhaines, même j'ai quasiment envie de les mettre au pluriel. Laetitia Avia, vous êtes ancienne députée à l'REM de Paris, vous avez été la rapporteure des lois contre les contenus haineux sur Internet. Aujourd'hui, vous officiez auprès de Génération Numérique, l'association qui est engagée justement pour la défense de l'éducation au digital, mais pas que. Et puis, Senior Fellow Digital Democracy pour le think tank American Progress. Vous nous direz comment vous allez former les législateurs et les parlementaires américains à cette lutte contre les contenus haineux sur Internet. Alexandra Kruck, cofondatrice avec Maïté Nabiraber de Mesdames Productions en très bono pour une très belle société. Vous avez produit Sexo Tuto pour Lumni.fr la saison dernière. Vous récidivez avec Réseau Tuto pour décoder justement nos habitudes en ligne. Dans la famille des tutos, on se le dit, parfois il nous faut justement des vidéos pour mieux expliquer nos pratiques numériques. Oui, à nous adultes, et aussi aux ados. Qu'est-ce que je fais si je suis témoin d'une situation de cyberharcèlement? Qu'est-ce que le FOMO? Ou encore pourquoi les influenceurs vivent tous à Dubaï? Vous avez des questions? Amber et Eddie ont forcément, Ambre d'ailleurs et Eddie, ont forcément des réponses. Regardez. Bonjour et bienvenue dans cette journée à destination de la détox. Une journée détox sans téléphone portable. Ambre, veuillez déposer ce téléphone, s'il vous plaît. Mais n'importe quoi, c'était juste pour la calculette. Ambre, oui. Veuillez lâcher ce téléphone. On le lâche. Hop. On fait un jeu de société. C'est mort, tu triches. Rien, on fait de la pâte à sel ou de la pâte à modeler. Une construction avec des allumettes. Oh, viens, on va faire un tour de toboggan. Mais enfin, Eddie, on n'est pas en maternelle. Ouais, c'est bon. Moi aussi, je peux lire. Dimitri, tu peux lire mon histoire préférée, s'il te plaît? C'est l'histoire d'une petite taupe qui voulait savoir qui lui avait fait caca sur la tête. Non, Dimitri, dis plus rien. Bon, allez, je vais chercher mon téléphone, moi. Non, oula, non, mais c'est mort, hein. On fait ça ensemble jusqu'au bout, hein. En plus, c'est ton idée. Caca. L'hyperconnexion. Une créature complexe. On croit qu'elle est gentille, mais elle peut causer des dégâts. Fatigue des yeux, problème d'endormissement, manque d'activité physique, isolement. Et voilà pour les aventures d'Ambre et Eddie qui nous aident encore une fois à décoder ces pratiques numériques, Alexandra. Éduquer les ados, c'est aussi un peu éduquer les parents qui pourraient éventuellement se poser des questions. Oui, c'est un peu l'idée, sachant qu'on est dans un univers, le numérique, où les parents sont parfois moins bons que les ados pour naviguer dans cette jungle. Du coup, l'objectif de ces tutos, c'est de se dire, bon, si l'école n'a pas le temps de s'en occuper, si les parents n'ont pas forcément les compétences de s'en occuper, qu'est-ce qu'on fait nous? Alors, on a réuni un comité d'experts, on a le vice-président de e-enfance qui fait de la prévention dans les collèges sur les violences en ligne, on a une
on a Vanessa Lalo, qui est une psychologue clinicienne spécialiste du numérique, qui travaille auprès des enfants et de leurs parents. On a le rédacteur en chef, le créateur de Geek Junior, qui est un web magazine qui fait de l'éducation numérique pour les ados. Et puis on a un médiateur numérique, Vincent Bernard, l'association Bernie Buzz, qui lui est au contact des ados, de leurs parents en région, dans l'Est de la France. Et donc, avec ce comité d'experts, on a identifié les sujets sur lesquels il fallait communiquer, faire de la prévention, leur apprendre des choses. Et puis, à chaque fois, dans ces tutos, quelles sont les informations, les 3 à 5 informations importantes à leur communiquer, aussi bien en termes de bonnes pratiques que de prévention. Voilà un peu comment on a travaillé, en se disant que on n'était pas... ça pouvait être un outil dont les parents pouvaient s'emparer, mais aussi les enseignants, pour aborder tous ces sujets avec les ados. Parce que la pire des choses dans ce sujet comme dans les autres, c'est de ne pas parler avec ses enfants. Donc voilà, profitons des dyners pour parler de ce que nos enfants ont vu sur leur réseau. C'est mieux que de ne pas en parler du tout. Ils seront contents que vous vous intéressiez à eux autrement qu'en leur disant arrête de regarder ton portable. Demandez-lui plutôt ce qu'il a vu aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a d'intéressant à partager. Et là, vous commencez une communication qui est hyper intéressante et que vous pouvez poursuivre jour après jour avec vos enfants. Cette question finalement de questions intergénérationnelles dans les pratiques numériques, Laetitia Aya, vous l'abordez notamment avec l'association Génération Numérique. Ça fait beaucoup de répétitions du même mot dans la même phrase, mais c'est important parce qu'encore une fois, il faut se dire que c'est avant tout un vecteur de discussion. Il faut ouvrir au maximum la discussion sur ces pratiques numériques. Oui, et puis surtout, je pense qu'on est arrivé à un moment de notre histoire numérique où on réalise qu'on a souvent cru qu'on était assez impuissant vis-à-vis de la machine numérique et qu'on avait juste finalement à subir son fonctionnement et subir ses dysfonctionnements. Alors vous disiez tout à l'heure que les ados maîtrisent un petit peu mieux l'outil numérique, pas forcément. Ils ont finalement l'illusion de maîtriser, mais sont tout aussi perdus, notamment lorsqu'ils font l'objet de cyberattaques, d'abus, et souvent d'ailleurs avec Génération Numérique, quand on commence et qu'on pose des questions très simples, pour vous, qu'est-ce que c'est qu'Internet ? Mais ils vont répondre Google, et ils vont pas forcément penser à leurs applis qu'ils distinguent en fait de l'Internet. Et c'est plein de choses comme ça. Et alors les parents, c'est vrai, aussi ont eu cette idée pendant 10, 20 ans, selon laquelle finalement c'était des jeunes de la Silicon Valley qui étaient en train de créer des outils et qui n'ont pas non plus su s'en saisir pleinement. Et c'est pour ça que l'éducation numérique, pour moi, c'est vraiment la clé. Alors bien sûr, il y a le travail législatif qu'on a fait. Il y a un travail de régulation, il y a la nécessité d'avoir aussi la chaîne police-justice lorsqu'il s'agit de questions illégales, telles que cyberharcèlement. Mais avant tout, il y a une question d'éducation. Comprendre, maîtriser l'outil numérique, comprendre son fonctionnement pour finalement aussi pouvoir utiliser pleinement son potentiel, et cela à tout âge. Ouais, soulever le capot des technologies, on le dit souvent sur ce plateau, pour mieux comprendre la façon dont elles sont fabriquées et donc faire aussi qu'on puisse reprendre le pouvoir sur cette technologie. Gaël, tu es confronté tous les jours. Oui, en tant que papa déjà. Un premier titre. Je ne vois pas de qui tu veux parler. Vraiment, je ne connais pas ces enfants. Et même quand on est acculturé, c'est mon métier, mes réseaux sont sécurisés, j'ai quand même mes enfants qui essayent toujours, ma fille en ingénierie sociale, mon fils en brute force, de trouver des mots de passe, de contourner les protections que j'ai pu mettre. Moi, ce qui est intéressant, et vous l'avez très bien dit, c'est de pouvoir discuter avec eux et qu'on puisse se faire confiance. C'est le résultat. Hein. À la fin, il faut qu'on puisse dire les choses et qu'on puisse discuter, surtout quand d'autres enfants, d'autres parents qui ne sont pas, eux, aussi acculturés à l'usage de ces outils-là, se retrouvent en difficulté. Et donc, c'est aussi l'intérêt de cette émission, ça permet aussi pour moi de découvrir des initiatives que je peux donner à des parents. Évidemment, travailler avec eux sur tous les périmètres, évidemment, juridiques, politiques, sur ces sujets aussi, dans la ville où j'habite. À Vernon, par exemple, pour la citer. Parce que c'est aussi, au moment où ces crises arrivent, comme pour les catastrophes naturelles sur lesquelles je suis souvent mobilisé, la prévention qui est le meilleur outil pour pouvoir accompagner ses enfants et ses parents dans les moments difficiles. Tiens, je vais reprendre tes mots, Gaël. Le cyberharcèlement, c'est une catastrophe naturelle en soi.
Alors, c'est une catastrophe, c'est vrai. Est-ce que c'est une catastrophe naturelle? C'est une catastrophe numérique et digitale. Exactement. Mais surtout, il faut pouvoir s'en prémunir. Et de la même manière que l'ensemble de la population a aujourd'hui un certain nombre de réflexes, alors peut-être pas tous les réflexes, mais un certain nombre d'éléments, si jamais survient une catastrophe naturelle, il faut aussi en cyberharcèlement avoir ces mêmes réflexes. Et c'est vrai que des initiatives telles que la vôtre, ça permet de diffuser cela à un maximum de personnes. Moi, je pense que l'éducation nationale, c'est essentiel. Nous avons voté dans la loi, d'ailleurs, une sensibilisation à la fin de l'école primaire et à la fin du collège pour tous les enfants aux dérives et abus numériques. Pourquoi? Parce qu'on va avoir un certain nombre de parents qui vont avoir cette culture, qui vont aller chercher des informations, qui vont sentir qu'ils sont démunis et qui vont aller chercher justement des moments, des moyens ludiques de pouvoir communiquer ces informations. Et puis on a aussi, malheureusement, la grande majorité qui, eux, ne savent pas où aller chercher ces informations, ne savent même pas qu'il faut aller rechercher des moyens pour pouvoir mieux lutter contre ces dérives numériques. Et ça doit passer par l'éducation. Et donc, ça doit passer aussi par des acteurs qui vont arriver au sein de l'école. Alors, bien sûr, Génération Numérique, bien sûr, ces films que vous mettez à disposition des enseignants et qui vont diffuser ces messages auprès des premiers destinataires qui en ont besoin. Un dispositif voté dans les lois, dont vous avez été la rapporteure contre notamment les contenus haineux sur Internet. Vous savez si elles sont appliquées de façon effective ? Alors, je peux vous dire une chose très certaine, c'est que lorsque j'ouvre mon compte Twitter, je vois une très grande différence entre ce que je peux voir aujourd'hui et ce que je voyais il y a 4 ans. Avant 2020. Oui. Et c'est vrai que ce qui était de la haine la plus crasse, disons, des messages vraiment qui étaient insupportables, je les vois de moins en moins et maintenant, lorsqu'ils sont signalés, ils sont supprimés. Donc, sur ces éléments-là, oui, il faut le reconnaître, les plateformes font le boulot. Et le texte que j'ai portait exactement sur ces éléments-là. Mais maintenant qu'on gratte un petit peu, on voit ce qui est tout aussi dangereux. Ce sont des messages qui sont un peu plus sinueux. Ce sont des comportements addictifs aussi, contre lesquels il faut lutter, puisque cela crée aussi un enfermement, et un enfermement algorithmique aussi d'un certain nombre de nos adolescents. Internet est quand même censé être un lieu d'ouverture, de partage, de communication, peut devenir un lieu par lequel finalement nos enfants s'enferment dans des cercles, n'ont plus accès au pluralisme des idées. Et tout ça, c'est aussi des éléments sur lesquels il faut lutter, et ça fait partie de la régulation pour finalement avoir des plateformes qui soient positives, ouvertes et constructives pour tous. Vous voulez dire que quelque part, les mécanismes de cyber-haine, de cyberharcèlement se sont modifiés vis-à-vis des régulations qui ont été progressivement mises en place et des législations aussi qui ont été votées par les États? En tout cas, les réseaux sociaux ne sont plus le terrain de jeu ouvert pour les trolls qu'ils étaient il y a quelques années. Mais malheureusement, ces haineux, ces trolls trouvent aussi de nouveaux moyens d'agir. Et c'est pour ça qu'il faut que des mécanismes de régulation soient mis en œuvre en amont. Il ne faut pas qu'on soit toujours à courir derrière et à être dans une action curative. Il faut, et c'est l'objectif notamment de la régulation qu'on a portée à l'échelle européenne, avec le Digital Services Act, le DSA, qui met en place un certain nombre de mécanismes pour qu'on ait des plateformes, permettez-moi l'anglicisme, safe by design, c'est-à-dire construites directement en amont en pensant un certain nombre de barrières et de protections pour que ces comportements de cyberharcèlement, d'enfermement algorithmique, d'endoctrinement, tout ça ne puisse pas prospérer sur les plateformes. DSA et DMA qui le disent de façon extrêmement explicite dans la régulation et dans la transposition de la loi, justement pour chaque État membre dans l'Union européenne, ce qui est illégal dans la vraie vie est aussi illégal en ligne. On va revenir avec Alexandra Kruk, avec Laetitia Avia et Gaël Musquet à ce Catch Me If You Can que la régulation a été jusqu'à présent obligée de jouer face au phénomène de cyber-haine et de cyber-harcèlement. On va aussi essayer de comprendre pourquoi est-ce que tous les écrans peuvent jouer leur rôle en matière d'éducation aux médias et au numérique. Mais d'abord, on fait un tour du côté de la planète tech. Et c'est le zap du très connecté Edouard Deniau. Yo, what's going on, people? I hope you get the music reference. Anyways,
Here We Are Now, Entertain Us is an augmented reality piece. I collaborated with Rohit Jaggi, an awesome animator on this. The piece is available on Foundation. I've only printed 4 out of 5 of the real-life prints, so there's one last one available. Go grab that off Foundation. Et vous êtes bien de retour sur le plateau de l'École du Futur, toujours en compagnie de Laetitia Avia, Alexandra Kruck et Gaël Musquet. Vous le savez, aujourd'hui, on parle de la façon dont on peut lutter sur tous les écrans et avec justement la force des écrans, de l'éducation et de la régulation contre les cyber-haines au pluriel. Mais d'abord, Gaël Musquet a une idée derrière la tech. Et Gaël, on continue avec toi aujourd'hui à regarder les nouveaux standards qui vont être déployés en matière de radio, mais aussi de télé. On s'intéresse au DAB+, et ce qui va remplacer la bande FM. Tout à fait, la radio, c'est le média préféré des Français. Elle n'a pas besoin d'écran. Pour l'instant, presque pas. Depuis l'appel du général de Gaulle, 18 juin 1940, en grandes ondes, c'est vraiment le média qui joue un rôle d'information, un rôle aussi dans la culture, mais aussi dans la démocratie en France et puis dans le monde en général. Alors, on a d'abord diffusé ces émissions en grandes ondes avec un son qui était ce qu'il était à l'époque, qui a une petite chaleur. Ensuite, on est passé à la bande FM, qui a permis énormément d'accéder à énormément de contenu. Donc, peut-être 83 ans plus tard, on a encore ce média qui est encore présent. La bande FM s'est d'ailleurs libéralisée en 1981, après l'élection de François Mitterrand. Et toute cette libéralisation-là, elle a permis à un maximum de Français d'avoir accès à la culture à travers ce média. Aujourd'hui, la radio, c'est 40 millions d'auditeurs par jour. 93% des Français écoutent la radio au moins une fois par mois. Et c'est un média de la mobilité. On n'a pas besoin, contrairement aux réseaux sociaux, d'être présent devant un écran pour pouvoir toucher à ce média. Mais tu sais que ton écran, tu peux l'emporter aussi dans un smartphone. Mais c'est vrai, on peut aussi... je me permets comme ça, au débeauté. Mais... C'est vrai, mais on peut écouter la radio et cuisiner en même temps. On ne peut pas le faire forcément avec un réseau social. Ou on peut écouter la radio et conduire. On ne peut pas forcément le faire avec un réseau social. On va demander une démo la prochaine fois. Et donc, la future évolution sur ce média, c'est le numérique. C'est le DAB+, qui veut dire Digital Audio Broadcasting, qui, chez nos voisins européens, qui se sont pris un peu plus tôt que nous, on est pratiquement autour des 100% de taux de couverture au Danemark, en Norvège, en Suisse, un peu moins en Allemagne, en Belgique et en Italie. Pour l'instant, en France, on est autour des 40% de couverture, malgré tous les avantages de cette technologie. Alors, dans cet appel du général Musquet, techniquement, qu'est-ce que le DAB+ va apporter par rapport à la bande FM? Alors, comme on l'a vu sur la précédente chronique, comme pour la télévision numérique terrestre, on passe d'un émetteur, une fréquence, une station, ça c'était l'analogique avant, à un émetteur,
un multiplex, une fréquence, 13 radios. Donc, on déjà reste que pour la planète. Là où on avait un émetteur qui consommait 1 kW, aujourd'hui on a 1 kW, mais pour 13 radios. Donc on divise par 13 déjà la consommation, ne serait-ce que du point de vue de l'organisation de ces multiplex. On a 2 multiplex nationaux, M1, M2, qui ont chacun 13 radios. À terme, quand tout sera bouclé, on en aura 166 de ces multiplex qui seront locaux, étendus et nationaux. Donc on aura sur toutes les grandes agglomérations, les grands axes routiers, les autoroutes, ces 2 multiplex nationaux. Et à proximité des grandes agglomérations, ces multiplex étendus, voire locaux, sur les plus petits bassins de population. L'avantage aussi, c'est que du micro de l'animateur ou de l'animatrice ou la sortie des différents modulateurs jusqu'à nos oreillettes, nos écouteurs, nos haut-parleurs, le son ne sera pas dégradé puisqu'il sera numérique tout au long en fait, de la transmission. On a aussi des données associées, le logo de la radio, la jaquette du morceau ou de l'album qui est en train d'être diffusé, le nom de l'émission, le nom de l'animateur ou de l'animatrice, des liens hypertextes. On pourra avoir un système hybride de radio qui permettra en fait de se connecter à travers ce DAB+, à du contenu étendu, une fiche Wikipédia, le site de l'artiste en question, et donc permettre aux utilisateurs, aux auditeurs, de pouvoir prolonger leur consommation, mais aussi leur écoute en fait, de ce média qui est gratuit, il faut le souligner. Contrairement aux grandes plateformes de streaming, le DAB+, reste, comme la bande FM, un média gratuit qui permet de diffuser la culture. On a aussi ce qu'on appelle un SFN, c'est un Single Frequency Network. Donc on va avoir une fréquence pratiquement nationale qui permettra de faire des économies aussi sur l'occupation du spectre radio et sur un sujet qui m'est cher, puisque c'est un média résilient, la radio. L'Institut Fraunhofer en Allemagne, qui est à l'origine d'énormément de standards vidéo et audio, comme le MP3 par exemple, travaille sur un standard qui s'appelle l'Emergency Warning Functionality, EWF, qui permet même d'allumer la radio et de couper tous les multiplex pour diffuser un média, un contenu qui permet d'alerter les populations qui seraient potentiellement à proximité d'un danger. Et ce qui est particulièrement, évidemment, important en situation de catastrophe naturelle ou d'urgence. Tu nous le disais tout à l'heure, nos voisins européens sont déjà à 100% de DAB+, notamment la Suède, la Suisse, le Danemark, pardon, ou plutôt l'Allemagne. Nous, pas encore, c'est une exception radiophonique française ? Et oui, malheureusement, parce qu'en fait, au début de ces discussions, on a des grands groupes et puis même parfois, au niveau politique, des blocages. Et donc, effectivement, l'Angleterre, qui, elle, a commencé en 1995, c'est déjà 28 ans que les Anglais s'y sont mis. Il va falloir, évidemment, pour nous, Français, rattraper ce retard. On a privilégié au début, donc, comme je disais, le déploiement du DAB+ sur les grands bassins de population, les grandes métropoles, les grands axes routiers. On a donc, malheureusement, comme pour la téléphonie mobile, le TNT et l'accès Internet, des zones blanches, de facto, sur ce média numérique. On a aussi un problème d'équipement, puisqu'il va falloir acheter des nouvelles radios pour les auditeurs à la maison. Les voitures sont équipées, et c'est obligatoire depuis le 1er janvier 2021. Donc évidemment là, on va avoir un taux d'équipement qui va augmenter au gré du renouvellement des différents véhicules. Mais c'est très important, compte tenu du niveau de connectivité de ces véhicules, qu'on ait, comme pour les réseaux sociaux, une forme de souveraineté, une forme aussi de régulation pour empêcher à ces grandes plateformes d'être ce qu'on appelle des gatekeepers, des gardiens de l'accès à la culture, et que demain, des stratégies commerciales empêchent aux Français d'accéder à la culture et à la diffusion de contenu radiophonique. Et on en a besoin, on a quand même 1000 radios nationales, publiques, privées, associatives et commerciales aujourd'hui sur le territoire. Et donc on a besoin vraiment de cette nouvelle technologie pour soutenir nos éditeurs, nos équipementiers et nos diffuseurs européens. Et oui, la souveraineté se cache toujours derrière la tech. Merci Gaël pour ce rappel justement du standard DAB+, qui s'apprête à déferler sur nos radios. On continue, nous, à parler justement de réseaux sociaux et de régulation, mais aussi d'éducation. Avec nos invités, c'est la deuxième partie du talk. Laetitia Avia, ancienne députée de Paris, rapporteure des lois contre les contenus haineux sur Internet, engagée auprès de l'association Génération Numérique aujourd'hui et surtout Senior Fellow Digital Democracy pour le think tank américain American Progress. Alexandra Kruk, cofondatrice de Mesdames Productions. Et quelle
société de production, productrice de réseaux tuto, j'allais dire réseaux sociaux, dis donc, pour Lumni.fr. J'étais pas très loin, ceci dit, Alexandra, parce qu'en effet, l'idée de pouvoir proposer avec Lumni.fr ces 20 épisodes de 6 minutes pour mieux nous approprier nos vies numériques, c'était aussi l'idée de se dire peut-être qu'aujourd'hui, tous les écrans sont bons pour pouvoir améliorer ses connaissances, là aussi numériques, poser des questions, y trouver des réponses. Ça veut dire aussi quelque part que la télévision a accepté aujourd'hui qu'elle n'était plus forcément le média dominant par excellence et qu'il fallait s'ouvrir aux autres écrans. Je ne sais pas si elle est acceptée, elle est mise devant le fait accompli. Les enfants, enfin les ados ne regardent plus la télévision. La télévision, c'est le média des parents. Donc si on veut s'adresser aux enfants et aux ados, c'est pas sur la télévision qu'on va leur parler. Enfin, quand je parle de télévision, parce que l'écran, on peut regarder, les ados branchent leur téléphone sur leurs écrans quand ils veulent regarder un film, une série, etc. Mais l'idée, c'était d'aller là où ils sont, donc d'aller sur une plateforme digitale. Dans un monde idéal, on aurait aimé être en libre accès sur YouTube, de manière à ce que les gamins s'en emparent très facilement. On est sur Lumni, on est très contente. C'est un endroit safe, avec des contenus qui sont validés, qui sont sûrs pour les parents et pour les ados. Et effectivement, c'est là que ça se passe. C'est là qu'on peut trouver nos réseaux tutos. Donc, pas sur la télévision, sur une plateforme digitale. On a quand même un certain nombre de tutos qui sont en ligne sur YouTube. Et voilà, vous tapez réseau tuto et vous les trouvez très facilement. Je les ai trouvés. Donc, voilà. Vous pouvez tous le faire. Voilà. Et c'est l'occasion de pouvoir discuter, si vous êtes instituteur, si vous êtes professeur ou si vous êtes juste parent, de pouvoir discuter avec vos enfants, et c'est surtout adressé aux ados. Et là, vous avez une somme d'informations. J'ai écouté Madame Laetitia Avia tout à l'heure qui disait, qui racontait qui partageait les leviers sur lesquels elle travaillait en termes de législation. Alors nous, en termes d'éducation, on travaille sur les mêmes leviers, vérifier les informations. On parle beaucoup des fake news, comment faire la différence entre le privé et le public. Le privé, c'est ta salle de bain, c'est ta chambre. Le public, c'est la rue, c'est l'école. Tu t'habilles pas de la même manière dans ta chambre que dans la rue. Quand tu vas dans la rue, la première chose qu'on t'apprend, c'est pour traverser, tu regardes s'il y a les voitures, tu regardes à droite, à gauche. Si tu apprends à faire du vélo, tu mets un casque. Et ben quand tu vas sur les réseaux sociaux, il y a un certain nombre de règles à connaître aussi. Par exemple, dans les règles les plus essentielles qu'on essaie de leur transmettre, faites attention à ce que vous postez, à ce que vous partagez sur les réseaux sociaux, parce que Internet n'oublie rien. Donc une capture d'écran, c'est facile à réaliser. Vous retirez votre post, mais si entre-temps quelqu'un a pris une capture d'écran et décide de la partager, eh bien c'est trop tard. Donc c'est un message qu'on leur répète en permanence, Internet n'oublie rien. Ou alors, quand c'est gratuit, c'est toi le produit. Ça fait partie des petites formules comme ça, des petits tips qu'on partage pour les ados, pour bien faire attention. Oui, il y a un certain nombre les réseaux sociaux, c'est gratuit. Vous avez accès facilement à TikTok, etc. Et vous êtes bien content, vous payez rien. Mais à un moment donné, il y a un modèle économique. C'est quoi ce modèle économique? C'est l'exploitation de vos données, etc. C'est quoi les données? Qu'est-ce qu'il faut partager comme données? Donc voilà, c'est vraiment très 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 pratique. C'est vraiment pour tout le monde. Et l'idée, c'est que quand ils ont regardé les 20, ou au moins un, ils soient un peu plus éveillés qu'avant et ils sachent un peu mieux utiliser les réseaux sociaux, Internet, les écrans de manière générale, de façon un peu plus responsable. On le dit souvent ici dans cette émission, mais je crois que ça n'aura jamais été aussi vrai avec vous, mesdames, aujourd'hui. L'éducation au numérique, c'est aussi une éducation à la citoyenneté. Oui, tout à fait. C'est comment être citoyen dans l'espace numérique. Et d'ailleurs, c'est vrai que moi-même, je suis la première à utiliser cette notion de haine en ligne, de cyber-haine, mais en fait, en réalité, c'est de la haine tout court dans l'espace numérique. Et lorsqu'on parle de cyberviolence, on donne même cette idée selon laquelle elle serait différente d'une violence physique. Et je pense que le premier enjeu, et d'ailleurs c'est ce qu'on fait beaucoup quand on arrive en milieu scolaire, c'est de rappeler ce continuum en fait entre l'espace physique et l'espace numérique. Et c'est faux parce qu'avec les jeunes, quand on leur dit mais finalement Internet c'est la vraie vie, ils nous disent oui quand il s'agit de leurs droits, de leurs privilèges, de leur intimité. C'est ma vraie vie, c'est mon téléphone. Mais quand on parle finalement ensuite des comportements abusifs, leur premier réflexe, c'est mais non, c'est pas grave, c'est juste Internet, c'est bon, c'est juste un snap. Et c'est là qu'il faut justement, dans ces toutes petites sessions de sensibilisation, leur montrer que, en fait, si l'avantage, le positif de la vie privée est le même dans l'espace numérique, eh bien, aussi le mal qui est fait
est le même dans l'espace numérique. Faire prendre conscience qu'on peut être la personne harcelée, mais aussi le harceleur. Moi, je n'ai pas fait une seule intervention en milieu scolaire où je n'ai pas identifié une situation de cyberharcèlement. Forcément, il y a toujours une personne qui baisse la tête parce que soit c'est une personne qui se sent concernée par la violence dont on est en train de parler, ou soit c'est quelqu'un qui réalise qu'il a eu un comportement de cyberharceleur vis-à-vis de ses camarades de classe, systématiquement. Et c'est là qu'on voit à quel point on est sur un phénomène qui s'est généralisé. Et en effet, c'est vraiment la catastrophe de notre génération. Oui. En tant qu'hacker éthique, Gaëlle, tu as été confrontée à de la lutte contre du cyberharcèlement. Tu es souvent appelé à la rescousse, notamment par des groupes comme Stop Ficha, qui fait un travail formidable contre les violences justement faites en ligne et surtout les violences sexuelles et sexistes, qui travaille notamment sur les mécanismes de revenge porn, qui lutte contre ces mécanismes-là. Concrètement, ton métier, ça va être quoi dans ces cas-là ? Là, on va surtout, malheureusement, quand il est trop tard et qu'évidemment, il n'y a que le volet juridique, policier qui doit intervenir, c'est dommage, mais voilà, réorienter en fait ces personnes, parce que souvent elles ne connaissent pas les démarches à entreprendre, donc être capable de les orienter vers le bon interlocuteur en fonction de la gravité de la situation. Je suis plutôt partisan sur le début d'année de la prévention, expliquer que les copines ou les copains du début d'année ne seront pas forcément ceux du milieu d'année et de fin d'année, que tout le monde se sourit au début d'année, mais on grandit, on a des relations interpersonnelles, il m'a regardé, il m'a souri, mais pas à moi, etc., qui créent des conflits. Et c'est au moment de ces conflits que l'amitié se révèle et on voit si l'amitié survit à ce conflit. Et malheureusement, cette amitié ne survit pas et elle s'exprime malheureusement parfois sous forme de violence en ligne qu'on n'aurait jamais, souvent parfois, eu dans le réel. Cette facilité de passage à l'insulte, à l'agression est beaucoup plus triviale en ligne malheureusement que dans le réel. Et donc mon rôle aujourd'hui, il est surtout, encore une fois, de la prévention. Sur le début d'année, aller voir des parents qui se rendent compte, c'est l'anecdote que je reprends souvent, qui ne se rendent pas compte que leurs enfants effacent parfois les applications. Donc pour eux, il n'y a pas de problème, puisque l'enfant n'a pas l'application. Mais que l'application est réinstallée tous les soirs. Bon, voilà, on a un certain nombre de comportements. Là, j'ai une discussion avec mon fils récemment sur du téléchargement illégal. Il a accès à toutes les plateformes que l'on paye, mais il a besoin... Je rappelle qu'il est fils de hacker. Oui, mais voilà, c'est un comportement qui peut mettre en danger potentiellement la famille, sur des vulnérabilités qui pourraient être exploitées par des groupes criminels qui utilisent ces réseaux pour pouvoir diffuser à la fois du contenu certes illégal sur des films ou de la musique, mais aussi des ransomware et des virus, etc. Et donc, il y a toujours ce rôle aussi que j'ai. Je ne suis pas leur parent, je ne suis pas leur prof, je ne suis pas leur chef d'établissement, je suis un peu entre les deux. La personne qui, pour eux, est en contact aujourd'hui avec cet environnement-là. Et donc, c'est très important que nous, professionnels de la cyber, parents plus acculturés sur ces sujets-là, on ait aussi ce rôle dans la société de médiation pour pouvoir expliquer, pour pouvoir médiatiser, transmettre aussi ces comportements et puis cette législation qui arrive et qui est en train de se mettre en place. Et ne pas oublier que ça peut aller très loin. Internet est aujourd'hui le premier lieu d'endoctrinement, de radicalisation, de beaucoup de jeunes qui tombent dans des dérives sectaires. Pourquoi ? Parce que justement, c'est un lieu de vulnérabilité. Et c'est pour ça qu'il faut absolument développer l'esprit critique, identifier les théories du complot, savoir ressourcer les informations qu'on trouve sur Internet. Et ça s'apprend. Ce sont des réflexes qu'on apprend comme tout, qu'on apprend dès le plus jeune âge et qu'on apprend quand on devient parent aussi, je pense. Le terrain ne ment pas. Et avec des sources aussi comme Réseau Tuto, on est sur lemni.fr. C'est allé très loin, on peut le dire, notamment dans le cadre de votre loi éponyme en 2020. C'est une proposition de loi qui n'a pas été un long fleuve tranquille, c'est le moins qu'on puisse dire. Sanctionner, réguler et protéger. C'était le triptyque à l'époque pour construire un Internet plus protecteur. Ça sonnait presque comme un slogan pour cette proposition de loi contre les contenus haineux en ligne. Le Conseil constitutionnel a censuré la proposition phare qui était finalement de toucher au porte-monnaie directement des plateformes lorsqu'elles laissaient passer des contenus illicites. La proposition qui était originale, c'était que chaque internaute, chaque citoyen numérique pouvait saisir directement
directement la plateforme pour lui faire remonter cette info-là, sans forcément avoir l'appréciation d'un juge sur le caractère illicite de ce fait. Énormément d'associations se sont élevées contre cette proposition de loi, des associations de liberté en ligne, le Conseil national des barreaux. Les détracteurs de cette proposition de loi, Laetitia, considéraient qu'il y avait un caractère liberticide. Je ne veux pas forcément refaire le match de la loi Avia là sur ce plateau, mais ça veut dire quoi? Que la lutte contre la haine en ligne, elle menace la liberté d'expression? C'est pas un paradoxe très français? Moi, je trouve que la liberté d'expression, elle est menacée aujourd'hui. Quand on a peur d'exprimer des idées sur les réseaux sociaux, sur Internet, parce qu'on a peur d'être la cible ensuite d'attaques, que ce soit des attaques haineuses, sexistes, racistes, etc., c'est bien que la liberté d'expression est en danger. Et malheureusement, alors aujourd'hui, le débat a évolué, mais à l'époque, beaucoup pensaient qu'il fallait passer par un juge. Mais c'est impossible. Vous prenez une plateforme telle que YouTube, elle supprime 9 millions de contenus par trimestre. Mais on pourrait multiplier le budget de la justice par 10 000, on ne pourrait pas traiter ça. Et donc, parce que ce sont ces plateformes qui sont responsables de ce mécanisme qu'elles doivent prendre leurs responsabilités. Alors bien sûr, après la censure du Conseil constitutionnel, j'ai remis les travaux sur la table et nous avons revoter un autre texte l'année suivante qui sanctionne toujours financièrement les plateformes puisque c'est la seule chose qui leur parle. Oui, c'est la solution de frapper au porte-monnaie. Et jusqu'à 6% du chiffre d'affaires. Ensuite, ce nouveau texte est plus équilibré puisque le précédent les sanctionnait dès la première erreur. Là, elles sont sanctionnées en cas de manquement répété. Donc, ce qui donne un caractère un peu plus proportionnel et qui aussi vise à lutter contre le phénomène de surcensure, parce que c'était ça que le Conseil constitutionnel craignait, c'était qu'elles se mettent à tout supprimer de peur d'être sanctionnées. D'où caractère liberticide dénoncé par les détracteurs. Selon certains détracteurs. Selon certains. Mais en tout cas, aujourd'hui, on est arrivé à une forme qui permet d'avoir un cadre législatif et réglementaire pour pouvoir avancer sur ces luttes, encore une fois, contre les cyberhaines. Ces solutions, notamment de référence aux régulations, aux législations, elles sont présentes dans Réseau Tuto. Il y a un épisode notamment qui est consacré contre le cyberharcèlement. Oui, alors c'est vrai que sur le cyberharcèlement, une des choses un des messages qu'on fait passer, c'est par exemple liker, ça peut être harcelé. Dans l'intimité de leur chambre, les ados ne se rendent pas compte qu'un like sur un message qui peut être moqueur vis-à-vis d'une copine de la classe, pour eux, c'est sans conséquence. Le problème, c'est pas un like, c'est 10 likes, 20 likes, 30 likes que la personne reçoit. Et ça, ils n'en ont pas tout à fait ou toujours conscience. Donc, par exemple, voilà, leur faire prendre conscience qu'un like, c'est pas beaucoup, mais quand c'est un like plus un autre, etc., ça peut transformer en harcèlement, voire en harcèlement de meute. Et ça, c'est extrêmement important qu'ils aient la conscience de la conséquence de leurs actes. Absolument. Et c'est bien pour ça que les réseaux sociaux, normalement, sont interdits aux moins de 13 ans. Si on considère que c'est interdit aux moins de 13 ans, c'est parce que, justement, ils n'ont pas forcément la maturité pour pouvoir mesurer ses conséquences et parce qu'ils ne sont pas suffisamment mûrs pour accéder à certains types de contenus illicites, haineux, etc. Pour autant, on sait bien que, c'est ce que je disais tout à l'heure, 28 à 30% des 9-11 ans ont accès aux réseaux sociaux, sont inscrits sur des réseaux sociaux. Ils se dispensent, de toute façon, il n'y a pas grand-chose qui les empêche de s'inscrire sur les réseaux sociaux sans l'autorisation de leurs parents. Et donc, c'est bien pour ça qu'on est obligé de prendre notre part et de leur apprendre certaines choses. Et évidemment, quand on a une amie qui est victime de harcèlement, l'objectif aussi, c'est de s'adresser à des adultes. D'abord, d'essayer d'en parler avec elle ou avec lui, de s'adresser à des adultes, au corps enseignant, à l'infirmière dans l'école, de pas garder ça pour soi. Et c'est la même chose pour le harcèlement au collège que pour le cyberharcèlement en ligne. Le seul problème, c'est que le cyberharcèlement en ligne, ça ne s'arrête jamais. C'est-à-dire que ça démarre à l'école, ça continue sur le chemin de l'école, et puis ça vous poursuit dans votre chambre. Et alors les parents disent souvent, t'as qu'à éteindre ton portable, mais éteindre ton portable, c'est pas suffisant. C'est pas la solution. Et puis il y a bien un moment donné où vous le rallumez, votre portable. Donc qu'est-ce que vous faites? Donc voilà. Donc à notre mesure, à notre façon, c'est vrai qu'on a un épisode sur le cyberharcèlement, et c'est vrai que on parle aussi RGPD, protection des données. On parle aussi, vous disiez, de la spirale dans laquelle on s'enferme avec l'algorithme, mais de la possibilité d'en sortir. Et puis ce qu'on fait aussi, ce qui est important aussi, c'est que les tutos, Internet, les réseaux sociaux, c'est pas que du négatif non plus. Et c'est ce qu'on explique aussi dans le tuto. Et ça, c'est une approche qu'on revendique, notamment avec Vanessa Lalo, c'est que c'est aussi un lieu de
savoir, de culture, de partage d'idées, d'éveil, d'éveil à la conscience citoyenne. C'est pas juste que des propos haineux, de violences sexistes ou sexuelles. C'est aussi un endroit. Les book clubs ont émergé sur TikTok. Les ados lisent comme jamais parce qu'il y a des recommandations faites par les uns pour les autres. Donc c'est un endroit où on apprend énormément aussi. Donc voilà, il faut trouver la juste mesure, la bonne balance. Ne pas diaboliser, mais donner les ressources pour justement pouvoir avoir réponse à toutes ces questions. Je sais que la régie va me détester, mais je ne peux pas vous laisser partir, Laetitia Ravia, sans vous poser cette question. On arrive à la fin de l'émission. Aujourd'hui, vous travaillez aussi avec des think tanks américains, je le disais tout à l'heure, American Progress notamment. L'idée, c'est d'aller former aussi les législateurs, les parlementaires américains à ces stratégies de... Exactement, puisque c'est un sujet sur lequel aujourd'hui les États-Unis sont en retard vis-à-vis de l'Europe, puisque nous avons une régulation forte en Europe. Et il y a eu cette idée aussi aux États-Unis sur laquelle il y avait une certaine impuissance vis-à-vis de ces géants du numérique qui sont aussi des acteurs économiques importants là-bas. Et donc, moi, au quotidien, maintenant, je travaille avec les parlementaires américains, avec les organisations de société civile. La société a évolué et a des exigences qui sont en réalité les mêmes que celles que nous avons aujourd'hui en Europe. Et ce que disent les citoyens américains, c'est qu'il n'y a pas de raison, d'avoir des protections moins importantes aux États-Unis qu'en Europe. Donc, c'est ce que je fais aujourd'hui au quotidien de l'influence européenne aux États-Unis. Waouh! C'est pas mal. Non, c'est beau. Non, vraiment, c'est beau. On va s'arrêter sur ces mots. Merci infiniment, Laetitia Ravia. Merci, Alexandra Cruc, de nous avoir rendu visite dans l'École du Futur. Merci, comme toujours, à Gaël Musquet. Nous, on se retrouve dès demain pour d'autres aventures dans l'École du Futur.